Les métiers évoluent plus vite que jamais et la gestion des compétences devient donc un enjeu stratégique pour les entreprises, les directions L&D étant en première ligne. Mon invité, Frédéric Baletti, pilote le développement des compétences chez Malakoff Humanis avec une mission claire, remettre l'apprentissage au cœur de l'organisation. Aujourd'hui, il nous livre son regard d'expert terrain et nous raconte comment construire une organisation vraiment apprenante. Bonjour Frédéric. Bonjour Manon. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de votre invitation. Avec plaisir. Première question d'introduction, qu'est-ce qui vous a donné réellement envie d'exercer dans le secteur de la formation ? C'est une très bonne question. Est-ce que ça vous ennuie pas si on se tutoie ? Avec plaisir, on peut se tutoyer. Merveilleux, ce sera plus facile pour moi. La formation, comment j'y suis arrivé ? Tout simplement à l'université. Ça a commencé là, j'ai un parcours en neuropsychologie, psychologie cognitive, et on a travaillé donc sur tous ces mécanismes psychologiques cognitifs qui mènent et conduisent l'individu dans ses actions au quotidien. Donc on a travaillé sur l'apprentissage, et tout ce qui se passe autour de l'apprentissage, de la mémorisation, et surtout comment ça influence ensuite ses attitudes et ses comportements. Donc ses cultures et ses valeurs, et ça, quelque chose dont on pourra parler, bien évidemment, tout à l'heure. Ensuite, il y a une partie qui est importante, c'est que les compétences, c'est un élément clé dans l'entreprise, c'est un élément stratégique, les compétences et les talents, qui doivent accompagner l'entreprise dans son fonctionnement quotidien, mais aussi pour se préparer au futur et faire face aux mutations et à tout ce qui se passe. Et enfin, parce que développer les gens, c'est vraiment super, parce qu'on les voit grandir, et les voir évoluer chaque jour, chaque mois, chaque année, c'est vraiment quelque chose de super sympa. C'est une super première réponse parce que justement, tu as évoqué tous les sujets qu'on va évoquer dans cette interview et notamment pour la première partie, pour faire un focus sur ton métier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais concrètement chez Malakoff Humanis ? Quel est ton rôle ? Alors mon rôle chez Malakoff Humanis, déjà je fais partie de la direction des ressources humaines. Mon rôle, je pense, qui est le même sur toutes les personnes qui gèrent la formation au sein des organisations, c'est de donner les bonnes compétences aux gens, aux bons endroits, au bon moment. Autour, on va dire, de 3 grands axes qu'on connaît bien dans le métier. D'abord, les fondamentaux métiers. Donc, on doit s'assurer que l'ensemble des collègues aient leurs fondamentaux techniques, leurs fondamentaux réglementaires, bien évidemment, et leurs fondamentaux relationnels. Le deuxième pilier qui est important, c'est faire face aux mutations du travail. Le travail change. Souvenez-vous, on est passé à la fracture numérique, on est passé ensuite au télétravail avec le confinement, etc., où ça s'est accéléré. Après, on a eu le travail hybride, et là, il y a l'IA qui arrive. Donc, en fait, le travail se transforme en permanence. Et pour ça, faut accompagner les collègues. Et enfin, le dernier pilier très important, bien évidemment, c'est d'accompagner l'entreprise dans son développement et pour qu'elle fasse face justement à tous ces défis auxquels elle fait face. Et enfin, dernier petit point, et pas des moindres, c'est accompagner, bien évidemment, les parcours de carrière des collègues. Donc ça, c'est la mission. Donc c'est le premier, on va dire, grand bloc. Et le deuxième bloc que je considère dans lequel la formation a un rôle très important, c'est sur toutes les parties culturelles, sur toutes les parties de transformation culturelle. Parce que la culture, qu'est-ce que c'est ? La culture, ce sont les croyances et les valeurs. Et les croyances et valeurs mènent aux attitudes et aux comportements. Quoi de mieux que le développement des compétences pour travailler sur les attitudes et les comportements ? Ça, c'est important. Donc c'est en travaillant là-dessus qu'on pourra aider l'organisation à faire des switches culturels, le cas échéant, mais ça, on pourra en reparler, bien évidemment, juste après. Donc, une mission, ou des missions même, très riches, variées. Je crois savoir qu'en parallèle de ton poste chez Malakoff Humanis, tu enseignes à Paris-Dauphine, à l'université. Qu'est-ce que cette double casquette, elle t'apporte justement dans ton métier aujourd'hui ? Alors ça, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, enfin toute personne qui est en maîtrise de ses connaissances et de ses compétences, de prendre le temps d'enseigner pour plusieurs raisons. On va dire que j'ai 2 cohortes d'étudiants différents. J'ai les jeunes étudiants et j'ai les personnes en formation continue dans le cadre du MBA. Sur la partie RH, donc les Master 2, j'ai beaucoup appris. La première chose, c'est que ça remet en avant l'importance de travailler sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est comment je garde l'attention des apprenants quand je fais de la formation. Je pense qu'on a tous des souvenirs de ces cours ennuyeux au possible où le prof lisait à l'époque les transparents. Pendant que notre esprit était en train de divaguer, on sortait de là, on n'avait pas retenu grand-chose. Donc on a un vrai sujet sur comment on innove sur l'innovation pédagogique, comment on garde l'attention des étudiants, comment on capte leur intérêt pour pouvoir bosser là-dessus. Ensuite, on a une vision différente du monde du travail des nouvelles générations qui nous percute quand on prend du temps à leur transmettre et à débattre avec eux. Donc ça, c'est très important. Donc ils nous nourrissent aussi en échange. D'ailleurs, mais même mes pratiques managériales et de recrutement sur des plus jeunes ont changé, parce que j'ai beaucoup appris grâce à mes étudiants.
À côté, j'ai les professionnels. Donc, ce sont des gens qui sont expérimentés, beaucoup plus expérimentés, qui sont en formation continue. Là, on est plus sur des formats de débat, de partage d'expériences, de partage de bonnes pratiques, etc. C'est extrêmement riche. Et là, généralement, on en sort aussi très enrichi parce qu'on a appris des méthodes, des outils, des approches d'autres entreprises qu'on n'aurait pas testé nous-mêmes en tant qu'enseignants dans la propre entreprise dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, allez-y. Et par-dessus tout, je considère que la transmission, c'est un devoir citoyen. Le fait de participer à l'émancipation intellectuelle des jeunes esprits, je trouve que c'est vraiment, vraiment une opportunité sympa. Pour revenir à ton poste chez Malakoff, Humanis, je sais que dans tes prises de parole, tu parles de faire de Malakoff une organisation capacitante. Alors, on connaît le terme d'organisation apprenante. Organisation capacitante, c'est un peu moins populaire, on va dire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ? Parce que je ne suis pas chercheur, donc il ne faut pas que les chercheurs me tapent dessus, mais voilà comment on voit le truc. L'entreprise apprenante, c'est assez simple à comprendre, et même capacitant finalement. L'apprenant, c'est comment je crée un environnement où j'apprends des choses. D'ailleurs, j'apprends des choses que pas par la formation. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Chez nous, on parle de développement des compétences, parce que la formation n'est qu'un moyen de développer ses compétences. Il y en a plein d'autres, et ça, on pourra en reparler aussi. Donc sur cette partie-là, apprenant, j'apprends. Le sujet du capacitant, c'est une fois que j'ai appris, il faut que je puisse mettre en œuvre ce que j'ai appris. Et ça, c'est un élément important. Je pense qu'on a tous des souvenirs où on a appris des trucs pendant une formation, on retourne dans le monde de l'entreprise et on ne peut pas mettre en œuvre. Donc ça veut dire qu'on a tous perdu du temps, de l'argent, de l'engagement. L'exemple un peu concret du moment, qu'on voit un peu partout quand on lit les articles et les retours, notamment sur l'intelligence artificielle, c'est, admettons, vous formez une équipe sur un outil d'intelligence artificielle que l'entreprise n'a pas en interne, elle revient en interne avec ses nouvelles compétences, mais l'outil n'est pas utilisé par l'entreprise, donc ils ne peuvent pas l'utiliser, donc ça a été du temps perdu, et en plus ça génère de la frustration parce qu'ils ne peuvent pas profiter de ces facilités. Donc ça, c'est la partie capacitante. Ensuite, un autre élément qui est important dans le capacitant, c'est le rôle du manager. Le manager doit créer un environnement dans lequel je peux mettre aussi en action ce que j'ai appris en formation. Sur les parcours managers, on a donné des outils et des approches aux managers autour de la culture client et de la satisfaction client. Dans le cadre du parcours, on a intégré dans le dispositif le fait qu'ils expérimentent pendant 2 mois des outils, des approches de leur propre initiative sur la culture client et l'amélioration de la satisfaction client. Donc ils ont fait plein d'expérimentations, on est à près d'une centaine d'expérimentations aujourd'hui, dont beaucoup d'ailleurs ont été intégrées dans le fonctionnement de l'organisation. Donc c'est donner la capacité de mettre en œuvre ce que j'ai appris. C'est pour ça qu'on parle de développement des compétences. Si je forme sans m'assurer que je puisse ensuite activer dans mon quotidien ce que j'ai appris, ça sert à rien, oui, ça n'a pas tout simplement. Ok, donc organisation capacitante, c'est pas juste un synonyme d'organisation apprenante, c'est le step au-dessus. C'est le step au-dessus, tout à fait. On a parlé un petit peu dans la question d'introduction, tu en as parlé en tout cas. Quelle place occupent les sciences cognitives dans la construction de vos parcours de formation ? Alors là, tu as bien vu ma formation, donc c'est une place cœur là-dedans. C'est la première chose que j'ai regardée dans les parcours qu'on a construits. Notre cerveau est là quand on apprend. Donc on doit prendre tous les réflexes qu'on apprend en sciences cognitives ou en sciences des apprentissages sur le sujet. Déjà, il y a un élément auquel je tiens, que je répète souvent à mes équipes, c'est l'apprentissage, c'est du temps fois de l'attention. Donc déjà, si on ne se pose pas ces premières questions, c'est qu'est-ce que je peux faire pour capter l'attention, on en parlait pour les jeunes étudiants, de mes apprenants, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de venir, quel est leur intérêt à venir. Donc déjà, c'est un premier sujet sur lequel il faut travailler. Donc là, on peut parler du marketing de l'offre, de comment j'explique pourquoi tu vas en formation, parce que bien souvent, dans plein de structures, quand on lit un peu les expériences, parfois des gens sont catapultés en formation, on ne leur a pas expliqué pourquoi, ça commence plutôt mal en termes d'intérêt. Ensuite, le deuxième élément qui est important, ça je t'en ai parlé, c'est créer cet environnement de sécurité psychologique. Ça aide aussi justement à la mémorisation. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur le parcours manager aussi, il y a toute une thématique qui est dédiée à nos managers sur le développement des compétences de leurs équipes. C'est-à-dire qu'on leur donne des outils pour faire une cartographie des compétences de leurs équipes, de l'évaluer, ensuite de construire un plan d'action pour les accompagner, justement pour pouvoir aider les collègues à apprendre, etc. Un autre sujet qui est important, et là je renvoie à une lecture que je conseille toujours à mes étudiants, c'est l'erreur de Descartes d'Antonio Damasio, qui est génial. Après, il y a eu Spinoza avait raison, parce que Spinoza avait raison. Il y a plein d'éléments, il y a plein de choses très intéressantes, mais on va se focaliser sur un élément qui est important, c'est ce qu'on appelle les marqueurs somatiques. C'est pas compliqué, regardez vice-versa. Le 1 et le 2, mais le 1 est déjà très bien. Les marqueurs somatiques, c'est quoi ? C'est quand vous vivez quelque chose d'émotionnellement fort, ça se stocke en mémoire à long terme,
Et ce qui est stocké en mémoire à long terme influence vos attitudes et vos comportements. Vous savez, c'est les petites boules de couleur qu'on voit qui arrivent dans le tube et qui va à la bibliothèque. C'est exactement ça. Donc finalement, dans l'apprentissage, comment je peux créer des moments d'émotion pour faciliter l'ancrage et faciliter la mémorisation. Donc ça, ce sont des éléments importants. Après, il y a un dernier élément auquel il faut faire attention, c'est le sujet de gamification, dont on parle souvent. Le sujet important de gamification, ce sont deux choses. Le premier, c'est le circuit dopaminergique qui fait que la dopamine permet justement d'aller chercher, de mémoriser mieux. Mais il ne faut pas que ce soit trop facile. Et c'est l'erreur qu'on a faite. C'est-à-dire que quand je suis des e-learning, par exemple, où je clique, et j'ai un quiz à la fin, je fais vite fait, après j'ai terminé, j'ai rien retenu. Alors qu'il a été démontré que quand on fait face à de la difficulté, et le fait qu'on trouve une solution face à cette difficulté génère beaucoup plus de satisfaction quand on réussit, donc facilite la mémorisation. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit beaucoup dans le monde du jeu vidéo aussi, quand on voit les heures, les milliers d'heures que peuvent passer des joueurs à essayer de battre un monstre, etc., à apprendre les gestes, les techniques, etc., et à la fin ils maîtrisent le truc. C'est un exemple concret d'apprentissage par difficulté et par gratification derrière. Chez Malakoff Humanis, vous mettez en place des écoles internes, notamment en management, en culture client, comme tu disais. Quelle est la philosophie derrière cette pratique ? Un peu la philosophie pédagogique qu'on met en place, comment on le construit, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, c'est ça. Première chose, parce que j'ai fait de l'ergonomie aussi, la première chose qu'on apprend, c'est que quand on lance un projet, il faut avoir l'utilisateur final en amont de la conception du projet pour être sûr de ne pas se louper. Ce qu'on appelle la différence entre le travail prescrit et le travail réel. En amont des parcours, on travaille avec les collègues qui seront formés. Sur la partie, par exemple, management, on le fait pour la partie projet, on l'a fait pour la partie culture client, on travaille avec plus de 300 personnes qui sont sur ces emplois-là pour capter leur réalité opérationnelle. Qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce que je pourrais partager, etc., etc. On part de là. Et vous avez besoin de quoi pour bien faire votre travail ? Parce que c'est ça notre sujet, nous. C'est d'aider les collègues à bien faire leur travail pour qu'à leur tour, ils puissent bien servir nos clients. Il ne faut jamais l'oublier. Donc d'abord, je co-construis, je fais une photographie du réel et je capte les besoins. Ça, c'est toujours la première étape. La deuxième étape, bien évidemment, ça on le connaît dans le monde de la formation, tout ce qui est autopositionnement, évaluation en amont puis en aval, parce que le fait de se voir évoluer, justement, participe aussi à la mémorisation, parce que c'est de la gratification, c'est de la satisfaction de voir qu'on s'est amélioré entre le point A et le point B. Donc ça, c'est un truc qu'on intègre automatiquement dans les dispositifs. On est allé plus loin sur la culture client, parce qu'on avait réussi à avoir une mesure de l'implicite. Mais je ne rentrerai pas sur ce sujet-là, c'est un peu ce côté cognitif. On pourra en parler une prochaine fois si tu veux, ça pourrait prendre des heures. Ensuite, on fonctionne en mode promotion sur nos écoles, comme à l'école. C'est-à-dire qu'on crée des promotions et on fait des parcours qui durent plus ou moins longtemps. Promotion, pourquoi ? Parce qu'on sait que quand on a une aventure collective, la plupart du temps, on en garde de bons souvenirs. On découvre des collègues qu'on ne voit pas forcément souvent. Donc je développe mon réseau et je développe la fluidité organisationnelle parce que ça me permet de savoir qui fait quoi, donc de temps en temps passer des coups de fil, etc. pour débloquer des trucs. Donc en plus, le chemin et le but sont tout aussi intéressants. Ensuite, je fais des parcours moyens, long terme. C'est-à-dire que ça va être du 6 semaines à 2 ans, à peu près le fonctionnement de nos parcours, parce que c'est par le temps qu'on apprend. On parlait tout à l'heure de sciences cognitives. Il y a un sujet qui est important, c'est le learning by doing, par exemple, en bon français. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est dans le temps qu'on apprend. Et c'est en faisant de la mise en œuvre régulière qu'on apprend. Donc de manière collective, de manière régulière. Et ensuite, là-dedans, je fais un package avec différentes modalités d'apprentissage. Donc là, c'est du classique. Tu peux avoir des cours qui sont très opérationnels. C'est ce qu'on choisit sur les parcours qu'on fait. C'est j'apprends quelque chose que je mets en œuvre et que je partage avec des pairs. On met du co-développement tout le temps. Donc, ça veut dire que je vais mélanger avec les pairs pour voir ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, on met en place des modules. Mais nous, les modules e-learning, on les utilise comme des modules d'ancrage. C'est-à-dire que c'est plus tard, quand j'ai oublié un outil ou que j'aimerais m'entraîner de nouveau, je peux aller chercher sur le LMS et puis pouvoir m'entraîner ensuite pour pouvoir me remémorer un peu les outils. On met des podcasts, on met des newsletters, etc., etc. Donc ça, c'est un autre pan qui est important sur le temps moyen long, avec plein de dispositifs d'activation et d'ancrage, etc. Enfin, le dernier grand pilier qui est important pour nous, c'est la partie animation de la filière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on parlait de développement des compétences tout à l'heure, au-delà de la formation. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut faire vivre tout ça. Parce que ce que j'apprends, c'est ce qu'on disait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, il faut qu'on anime les gens autour de ça. Donc pour moi, ça fait partie de la responsabilité du service développement des compétences, c'est comment j'anime mes apprenants sur le long terme, avec des webinaires, avec des retours d'expérience, avec des modules de réactivation, des ateliers de co-développement, des podcasts, etc. Donc on a tout un dispositif d'animation à chaque fois sur le management, le projet demain, etc., la culture client, qui permet de faire durer l'apprentissage et de réactiver les choses au fur et à mesure. Donc c'est à peu près ça la philosophie.
Et à l'intérieur, on y intègre bien souvent des travaux collectifs pour que les gens aient un défi à relever de manière collective. Souviens-toi, sur la partie cognitive, il faut que j'ai des défis à relever, une certaine complexité pour pouvoir être content d'avoir trouvé la solution et de l'avoir testée. Donc on l'intègre aussi dans l'ensemble de nos parcours. C'est très très pratique et ça c'est important. Troisième point que je voulais évoquer avec toi pendant cette interview, c'est l'évolution du métier de responsable formation, enfin de ton métier. C'est vrai qu'on est passé depuis plusieurs années d'un métier à la base très administratif à un métier de plus en plus stratégique et au centre des organisations, même du business, etc. Comment est-ce que tu expliques cette transformation, cette évolution? Et toi, comment est-ce que tu la vis surtout au quotidien? Je renvoie à la matrice d'Ulrich pour ceux qui ont des cours RH qui est très importante. On partait justement du RH champion administratif à quelque chose de nouveau, champion du changement, etc., etc. On est un peu là-dessus. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le rôle. L'entreprise, la compétence est un actif stratégique de l'entreprise. La compétence est indispensable pour les directions métiers ou l'entreprise de manière générale pour atteindre ses objectifs. Donc rien que par ça, ton asset, il est stratégique. Donc ça veut dire que le service de développement des compétences ne doit pas être juste être un service qui pousse des formations, sans que ce soit rattaché à une feuille de route. Donc ça veut dire que le besoin doit être précis, la stratégie doit être précise. Mon prof de médecine me disait souvent, tout objectif flou amène une connerie bien précise. C'est un peu ça qu'il faut gérer. C'est très important. Donc ça veut dire que l'organisation des formations doit être complètement alignée avec la stratégie de la boîte. On parle de GEPP, on parle de GPEC, de GSEC, il y a plein de... Mais on voit de quoi on parle dans le métier, on connaît très bien le truc. On a besoin de ça, c'est la boussole en fait. Pour être sûr que les formations ne soient pas un coup d'épée dans l'eau, il faut qu'elles soient rattachées à l'objectif que l'entreprise mène. Donc c'est là-dessus que le rôle évolue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un responsable d'un service formation ou développement des compétences, il faut qu'ils soient en capacité de discuter avec des comités de direction pour dire, bon, montrez-moi votre feuille de route, qu'est-ce qui vous manque? On a besoin de quoi? Est-ce qu'on fait une cartographie des compétences? Vous l'avez pas? Vous avez besoin de quelles compétences? Est-ce qu'on fait du upskilling, du reskilling? Est-ce qu'on va recruter à l'externe, etc., etc. Il y a une vraie discussion qui doit être mise en place avec les directions métiers pour ensuite, nous, on leur offre les éléments dont ils ont besoin pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc bien évidemment, le service formation, développement des compétences est stratégique dans le sein de l'organisation. Et puis c'est d'autant plus important au vu de la conjoncture et des évolutions actuelles, des transformations et du fait que les compétences techniques, elles sont de plus en plus éphémères, on va dire. Alors ça, on pourra en parler, je pense qu'on parlera d'intelligence artificielle, mais il ne faut surtout pas sous-estimer les besoins d'expertise qu'on a aujourd'hui parce qu'on va avoir besoin de grands experts pour pouvoir contrôler ce que nous sort l'IA. Et bien justement, venons-en à l'IA. Impossible de parler d'évolution sans parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Quel regard est-ce que toi tu portes sur l'IA? Ah, c'est un truc de fou. Je vais paraphraser Idriss Aberkan, qui lui-même a vulgarisé Schopenhauer, où il explique qu'une révolution passe par 3 étapes. D'abord, c'est absurde, ensuite, c'est dangereux, et enfin, c'est évident. Je pense que sur l'intelligence artificielle, on a des gens un peu dans les 3 paquets. Oui. Conseil d'amis, on va se faire gagner du temps à tous, c'est évident, en fait. Donc, on a une opportunité dingue de s'y préparer, et on peut déjà s'entraîner, et regardez, vu tout ce qui sort à une vitesse incroyable, déjà s'entraîner sous certaines conditions, et ça, c'est important. Donc oui, c'est une révolution dans notre pratique de développement des compétences. Déjà, c'est une révolution sur la partie conception. Sur la partie conception, ça facilite les concepteurs, et ça, on y reviendra. Sur la partie organisation, logistique des formations aussi, c'est un truc de dingue. Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même un travail titanesque d'organiser des formations dans un groupe de 10 000, 20 000, 50 000, je pense à la Poste, 240 000 personnes. C'est toute une logistique. Ça va être facilité avec l'intelligence artificielle et déjà facilité avec les automatisations, bien évidemment, qu'il y a eu avant. Et enfin, il y a la partie GEPP. Les solutions proposent de plus en plus des matchings automatiques entre les besoins de compétences et ce que tu as dans ta plateforme LMS ou dans ton catalogue de formation. Ça se fait de manière de plus en plus automatique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça se met en lien avec les GEPP, c'est pas mal. Mais c'est vrai que là, on a testé pas mal de trucs. On a testé de la conception d'une formation à partir d'un document de 100 pages. En quelques minutes, il te sort une V0 de ton e-learning qu'il faut vérifier derrière, et ça on y reviendra, c'est quand même important. Ce qu'on a testé, c'est les avatars plus vrais que vrais, et ça va de plus en plus loin. Il y a encore, avec le Gemini 3 qui est sorti, enfin bref, ça ne s'arrête jamais, où tu peux avoir un avatar, tu n'as plus besoin d'un acteur en fait, c'est quand même assez dingue, et on va de plus en plus loin. Et le troisième point, qui est un truc de dingue, c'est justement les agents conversationnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux relier
ton avatar un LLM et avoir des vraies conversations. C'est-à-dire que tu veux, par exemple, simuler un entretien annuel si tu es manager pour pouvoir te préparer ou préparer un rendez-vous commercial. Et là, c'est comme si tu avais une vraie conversation. C'est-à-dire que tu fais des personnages et tu as des personnalités qui répondent à tes questions, qui te posent des pièges, qui réagissent, etc. Donc en fait, aujourd'hui, tu peux passer à l'échelle à moindre coût des choses qui coûtaient avant très cher. Et donc, ce qui est important aussi sur l'IA, et on est couvert par l'IA Act, il ne faut pas l'oublier au niveau européen, donc ça tombe bien, ce qui nous demande rigueur, compétence quand même et contrôle, c'est qu'il faut que les personnes dans la formation soient experts, que l'expert pédagogique soit expert, parce qu'il faut vérifier ce que sort l'IA. L'IA générative, c'est-à-dire que parfois on sait qu'il y a ce qu'on appelle les hallucinations, donc parfois il invente des trucs, même si on lui donne tous les documents, même si on le prompt le plus précis possible, parfois il part un peu dans ses délires. Il faut vérifier les biais, il y a énormément de biais, donc il faut quand même un esprit humain, compétent, expert, pour vérifier ce qui sort. Donc oui, l'IA révolutionne les métiers de la formation et du développement des compétences. Par contre, attention, il faudra toujours des grands experts pour contrôler ce qui sort de l'IA. Ça, c'est indispensable. Et bien évidemment, toute la partie éthique qui est la plus importante de toutes là-dedans. Merci beaucoup Frédéric pour ta présence et ton partage. C'était un plaisir de te recevoir. Un plaisir partagé, merci beaucoup.